Bonjour! Et bonjour les gens. Bon alors bonjour à tous, merci, merci pour le fail. Merci pour le signalement du fail. Oui, effectivement, j'ai pas appuyé sur la touche micro, désolé. Donc je disais bonjour à Nelliger, Bonjour, donc. qui va être avec moi pour cet épisode-là. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode un peu particulier. On va faire un épisode un peu particulier, puisque j'ai eu pas mal de retours par rapport au premier épisode, me disant que j'allais peut-être un petit peu vite en besogne, et un petit peu trop dans le vif du sujet tout de suite. Donc on va faire un petit retour aux fondamentaux, et Nelliger va m'assister notamment pour que j'aille pas trop vite en besogne, et que j'aille pas Oui, trop parce qu'on fort. n'a rien compris. Hein. Pense aux Oui, gens comme moi qui n'ont jamais développé de leur vie. j'ai compris. Qui ont jamais développé avec un framework. Ah, ne commence pas à être désobligeant, s'il te plaît. Donc, au niveau des fondamentaux, on va peut-être commencer du coup par JavaScript, tout simplement. Faire un- une rapide incursion dans le monde merveilleux Et de merci JavaScript. Chagara, j'ai vu passer. Et merci Nico Poppy qui donne des bits. Et merci à Seth Bonnet qui vient de s'abonner pour la 34e fois à la chaîne. Oui, mais lui, ça compte pas. Ça compte pas, c'est le chef. Bon, alors bonjour à tous, effectivement, dans le chat, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, Shakara? Pas d'alert box. Le Le régisseur a régisseur a mal mal fait fait son son taf. taf. Oh là Et elle là. a parfaitement raison. C'est vilain. C'est vilain. Alors voici un petit morceau de JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage qui n'a rien à voir avec le Java. Qu'on le dise une bonne fois pour toutes à tous les recruteurs informatiques, puisque souvent on voit des annonces Java et derrière vous devez posséder les frameworks comme Angular ou Vue.js. Donc non, JavaScript et Java, c'est pas du tout la même chose. Java, c'est un langage objet qui tourne dans une machine virtuelle, alors que JavaScript, c'est un langage de script, comme son nom l'indique, qui tourne notamment dans tous les navigateurs web. Et merci de Semanzali pour tes bits. Et merci, 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 effectivement. Et du coup, JavaScript, comme on a dit, à la différence des autres langages, tourne côté navigateur, à la différence de la plupart des autres langages, tourne côté navigateur. Donc c'est beaucoup plus facile de faire une application client. Ce qu'on appelle une application client, c'est une application qui tourne sur la machine de la personne qui utilise l'application et pas sur un serveur. À la différence de ce que Nelliger a fait au niveau du site du studio Renegade, qui est en PHP et qui tourne côté serveur. Tu confirmes? Oui, sauf qu'il y a un petit peu de JavaScript côté client, parce qu'il y a toujours quelques opérations qui sont intéressantes à faire côté client, quoi qu'il arrive. Et j'ajouterais même que, depuis ces dernières années, la mode est à faire du JavaScript côté serveur. Exactement, exactement. Node.js que j'ai installé, dont je vous ai parlé dans le premier épisode, Node.js est un serveur JavaScript. Donc c'est un serveur qui permet de faire tourner du code JavaScript côté serveur. Donc on a la possibilité, comme on le ferait en PHP, en Java, en .NET, tous ces langages qui sont optimisés en priorité pour faire tourner une application côté serveur. Node.js permet de faire la même chose avec JavaScript maintenant. Mais JavaScript, historiquement, c'était un langage côté client. Et donc voici un morceau de JavaScript tout simple. Donc on déclare deux variables. Une première variable qui s'appelle hello, qui s'appelle Toto et qui contient hello, et une deuxième variable qui s'appelle Titi et qui contient world. Là, jusque-là, Nelliger, tu connais, toi, au niveau JavaScript? Oui, 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 c'est juste que moi j'utilise beaucoup, mais en natif, Oui, pas en jQuery ou quoi. Et figure-toi que je suis surpris par l'utilisation de tes variables de le console log avec le dollar accolade. et exactement. C'est con, hein, mais je suis surpris par ça. Et alors, exactement, tu fais bien d'en parler. Il y a deux grands mondes dans le JavaScript. Le JavaScript qu'on appelle old school, un peu entre guillemets, où effectivement, toi, Nelliger, tu dois connaître peut-être, si tu n'as jamais fait de nouveau JavaScript, tu dois connaître ce type de notation,
Fonction concat, par exemple. String 1, string 2. Et ça retourne. String 1 plus, hop. Oui, voilà. Hop là, plus string 2. C'est Voilà. plutôt dans ce genre-là, tout à fait. Exactement. Alors du coup, on pourrait effectivement, si je fais un console.log Donc Minotaur, ça répond à ta question. Hein. concat. Ah, je suis toujours pas au point avec la chatroom, hein, je suis désolé. En gros, ça utilise les ressources du mec qui va sur le site, genre miner les cryptos. Oui, c'est pour ça qu'il y a des sites qui vont jusqu'à faire planter ton navigateur d'ailleurs. Exactement. Exactement. Alors, oui. Alors, Minotaur qui demande pourquoi pas simplement console. Et effectivement. Alors, il demande pourquoi je fais pas ce que je suis en train de faire. Effectivement. Ceci, c'était pour vous montrer l'utilisation du JavaScript old school, entre guillemets, par rapport à un JavaScript qu'on qualifiera de nouveau. Alors fait, justement, ton nouveau JavaScript, je voulais te demander ta deuxième syntaxe de console log, est-ce que c'est natif ça ou est-ce que c'est genre jQuery? Non, c'est pas jQuery, c'est les nouvelles normes de React Native permettent de faire ce genre de choses. Ce qu'on appelle l'ECMAScript 6. L'ECMAScript 6, c'est pas quelque chose... Alors, on va dire que c'est une nouvelle version de JavaScript qui devrait être, en théorie, supportée par tous les navigateurs en natif. Après, il y a énormément de navigateurs dans le monde, y compris des navigateurs qui ne sont pas à jour. Non, Edge est plutôt balèze en ES6, au contraire. Non, je pense plutôt à du IE6, IE7, des choses oui, non, mais ça n'existe plus, ce n'est même plus officiellement supporté, les IE, faut arrêter avec ça. Si, mais donc, si, c'est si. une syntaxe qui est censée être native, c'est intéressant ça. C'est une syntaxe native qui s'appelle la... je vais y arriver. Non, j'ai plus le nom. Merci Nico Poppy pour tes cheers. Ah oui, dis donc, merci Nico. Je me souviens plus. Dans la chatroom, si vous vous souvenez quel est le nom de cette notation, je crois que c'est la composition de string, mais je ne suis plus sûr. La string composition, il me semble. Et du coup, effectivement, comme le dit John Reeves, ce caractère-là, c'est ce qu'on appelle un backtick. Donc si jamais je veux marquer hello world, espace hello world, je peux même faire, à l'intérieur de mes backticks, je peux appeler ma fonction concat, en théorie, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là que l'effet Bonaldi... Non, c'est bon, ça marche. Ça ne s'utilise pas avec des apostrophes classiques, on va dire. Non, ce sont des backticks. Les backticks, pour le faire sur un clavier PC, c'est Alt-GR avec 7. Comment? On s'en sert dans MySQL pour protéger les champs qui ont des noms particuliers, par exemple. Oui. Oui, oui. Je me souviens de ce caractère. Mais donc, c'est ça qui active le fait que tu puisses utiliser le $accolade? Exactement. Exactement. Le $accolade fonctionne comme ce qu'on pourrait trouver dans du .NET, par exemple, dans du C#. On a une fonction qui s'appelle string.format, dans laquelle on passe un format string et ensuite les paramètres à intégrer dans la string. Bah là, ça fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'en fait, on passe les paramètres en même temps qu'on crée le format. D'accord. Et merci Prozine pour tes bits. Ouais, merci Prozine. Roman qui nous dit ce sont les templates string, exactement. Les templates literals, je crois, ça s'appelle en anglais. Interpolation. Avec un bon accent anglais. Oui, il y a plein de notations. Enfin, il y a plein de noms pour ce truc, en fait. Donc, il y a bien une différence entre l'ancien monde JavaScript qu'on connaît tel qu'il existait avant 2005 et l'ECMAScript 6. Alors, je me trompe toujours, là je vais essayer pas de me tromper. L'ECMAScript 6, si je dis pas de bêtises, a été officialisé sous le nom ECMAScript 2015. Donc, oui. C'est Microsoft la norme ou... Non, c'est le W3C, si je dis pas de... Bah non, c'est l'ECMAScript, d'ailleurs, je pense. Qui était un consortium, un peu comme le W3C. Et du coup, ça c'est un exemple de passage de l'ancien monde au nouveau monde. Et, pour aller un petit peu plus loin, on peut réécrire la fonction concat qui est un peu old school
on va réécrire la fonction concat en disant que c'est... Donc, je ne sais pas si on peut en faire une var. Je pense qu'on va pouvoir faire une var. On peut faire une var en disant ma fonction concat, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, si j'essaye, ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une arrow function. Une arrow function, à partir du moment où vous faites du JavaScript un peu récent, donc du React ou de l'Angular, du Vue, vous allez en voir partout, parce que ça devient la norme. En fait, à tel point que il existe des petits programmes qu'on appelle des linters. Les linters permettent de faire des vérifications syntaxiques de code au moment où on tape, ou a posteriori au moment où on veut faire un commit, par exemple, pour valider la qualité du code, au niveau syntaxe, tout du moins. Et le linter le plus connu d'entre eux au niveau JavaScript s'appelle l'ESLint, pour ECMAScript lint. Et il me semble que par défaut, maintenant, il interdit l'utilisation de la notation qu'on avait avant, à savoir function, quelque chose, entre parenthèses, les paramètres, et puis un bloc. Ah d'accord. ProSimotion, linter, comme le maître des Tortues Ninja. Eh non, Splinter, c'était Splinter, le maître des Tortues Ninja. On a Moriarty qui chante « Ne m'appelez plus jamais JavaScript ». Bon, c'est vrai que ça nous change des habitudes là quand même. Ouais, c'est clair. Hello tout le monde qui est arrivé, comme Rusher, Minotaur, je t'ai pas vu arriver d'ailleurs, Moriarty, tout le monde. Hello. Oui, ça nous change les habitudes, d'autant plus qu'on peut encore réduire cette fonction-là en supprimant le return, parce qu'elle ne fait qu'une seule chose, retourner un résultat. Donc en fait, on peut encore réduire en disant que ce qu'elle fait... Hop, si on parenthèse, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est une accolade de 3. Non, bim, une accolade. Exact. Merci. Et ça marche toujours. Oui, là, ça devient... Pour les nazis du caractère, c'est très intéressant. Hein. On en a beaucoup chez les codeurs. Du retour chariot, surtout. Pour ceux qui n'aiment pas les retours chariots, c'est magnifique, ce type de notation. Mais il n'empêche que, par exemple, au sein d'un composant React, ça a son intérêt, puisque ça permet de réduire pas mal la verbosité du truc, et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. Par la suite, donc le var, le mot-clé var, ça c'est un héritage, pareil, de l'ancien temps, entre guillemets, de JavaScript. Maintenant, en ES6, on a de nouvelles notations qui existent, notamment Toto et Titi. En fait, dans tout notre code, on ne va pas du tout les modifier. Pour l'instant, on ne les modifie pas. Comme on ne les modifie pas, plutôt que utiliser le mot-clé var, on peut utiliser le mot-clé const. Et concat, c'est pareil. Pour dire... Son nom indique, c'est constant. Alors, c'est un peu plus piégeux que ça. Parce qu'une constante, tu as envie de te dire, je peux pas la modifier. Oui. Du tout. Une variable const en JavaScript, tu ne vas pas pouvoir modifier son pointeur. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir lui assigner quelque chose de radicalement différent. Mais si, par exemple, tu fais const un objet égal point d'exclamation. Donc ceci est un objet que j'ai déclaré const. Donc si jamais je l'intègre, je vais le mettre au-dessus. Si jamais je l'intègre à ma concaténation dans ma fonction concat, que je dis plus un objet point tutu, normalement il devrait me rajouter un magnifique point d'exclamation et un espace de trop. Oui, parce que j'ai mis des espaces partout. Ok. Donc comme on voit, notre objet, donc ça c'est la notation des objets en JavaScript, c'est... Minotaur qui dit quoi, il y a des mecs qui aiment pas les retours de chariot.
Oui, alors il y a pire que ça, Minotaur, tu vois, avant et après C+, il met des espaces, moi ils sont tous virés les espaces, tu vois, ça m'horripile de le voir. Ah, Avant et après les plus ah dans la oui, ah oui, concaténation? oui. Ah Ah ouais, oui, bon, oui. Ils servent à rien les espaces, ils m'énervent. Comme quoi tu vois, hein. ben oui, je pense qu'on a chacun nos pratiques et Oui, elles diffèrent et les toutes. débats houleux sur l'indentation, c'est quelque chose aussi, hein. Oui, Sachez-le, chez les développeurs, il y a des fights. c'est clair, c'est clair. Et il existe bah, j'ai brièvement évoqué le sujet dans le premier épisode. Il existe notamment un petit programme qui s'appelle Prettier et qui permet de réindenter la totalité de nos fichiers au fur et à mesure qu'on les écrit Oh, dans un éditeur de code tel que Visual Studio Code. Et ce genre de choses, en fait, est hautement paramétrable. C'est-à-dire, on peut configurer absolument tout. On peut configurer si on veut typiquement, si tu veux pas d'espace autour des plus, je pense que tu peux lui dire. Et nice. il y a beaucoup de choses. Il y Et a beaucoup de merci choses. Nico pour tes bits. Alors, Minotaur, qu'est-ce qu'un objet? Non, Donc, non, non, il m'a fait la même chose avec un oscilloscope, ne réponds pas. Ça va durer des années. mais non, mais Moriarty a répondu en disant une boîte. Et effectivement, c'est une boîte. Une boîte avec avec un nombre infini de tiroirs. On peut y mettre ce qu'on veut au niveau des tiroirs. Les tiroirs ont un nom. Là, j'ai une boîte avec un seul tiroir. Le tiroir s'appelle Tutu. Et dedans, j'ai mis un magnifique point d'exclamation. Voilà C'est un ça, objet. c'est une boîte à tiroirs et les frameworks sont remplis d'objets dont on ne sait pas ce qu'il y a dans les tiroirs. C'est merveilleux. Oui, parce qu'il y a des tiroirs qui peuvent être visibles et d'autres moins visibles. Il y a même des tiroirs cachés dans certains langages. Ouais, ça. Euh, une petite aparté, cette notation d'objet là, c'est ce qui fait l'essence de JavaScript. Donc tous les objets en JavaScript sont notés comme ceci. Et si vous avez déjà utilisé un serveur d'API qui renvoie du JSON, ça ressemble énormément pour la simple et bonne raison que JSON, c'est pour JavaScript Object Notation. Ouais, c'est ça. Très intéressant comme notation. Parce qu'on peut l'auto-décrire, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est Oui, beaucoup plus propre que du XML. oui. Et surtout, c'est plus court que du XML. C'est-à-dire que le XML a tendance à, comme c'est un langage de balise, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a parfois Tu beaucoup de sais quoi, choses. je ne reproche qu'une seule chose aux JSON. Ouais. Sinon, tu vas te dire, non, c'est que tout simplement, absolument rien n'a été prévu pour pouvoir mettre des commentaires dans le JSON. Beaucoup de Oui. gens s'en sont plaints. Le créateur ne veut pas, et du coup, les gens font de la merde avec des propriétés qui ne servent à rien pour pouvoir foutre des commentaires quand même. Donc Oui. là, à mon sens, c'est là que le créateur d'une notation fait une erreur quand il n'écoute pas la communauté des utilisateurs. Parce qu'on fait de la merde. Il veut nous forcer à faire du propre, et du coup, on fait de la merde. T'es pas Bah, d'accord? alors, moi, je suis d'accord sur le fait que c'est dommage qu'il n'y ait pas de façon de mettre du commentaire dans un JSON. Euh, Par contre, vu que le JSON est utilisé vraiment à toutes les sauces et dans des tonnes d'endroits différents pour des tonnes de fonctionnalités différentes, ben, je pense que les arguments des créateurs de la notation sont quand même entendables. On peut les entendre. Ouais, j'ai beaucoup de mal, puisque dans l'absolu, peu importe comment tu l'utilises, les commentaires, tu ne t'en sers pas. Enfin, je veux dire, ton programme ne s'en sert pas, donc ça ne fait aucune différence. Oui, J'ai beaucoup de mal avec ces décisions voilà, qui vont à l'encontre des gens, un peu, tu vois. oui, mais quelque part, le JSON a été créé à la base, je pense, pour réduire la verbosité du XML. Et c'est vrai que du coup, si tu autorises des Oui, ça commentaires, c'est la vraie raison, tu vois. Ça c'est la vraie raison, c'est pas ce qu'ils nous disent. Mais ça ouais, c'est la vraie raison, ils veulent que ça reste court. Minotaur me dit tu peux faire de la doc et mettre ton commentaire dedans. Évidemment qu'on fait une doc très complète, mais parfois, voilà, tu as envie de passer un petit message ou quelque chose que tu n'as pas pu mettre dans la doc. Et tu ne peux pas. Excusez-moi pour la parenthèse. le Wi-Fi du studio est tombé, nous dit cette bonnet. Ah, pourtant, ça semble toujours fonctionner, mais je pense que c'est parce qu'on doit pas être en Wi-Fi. Du coup, on a donc un objet, on l'a déclaré const, et ce que je voulais te montrer, c'est que normalement, si jamais je dis un objet point tutu égale point d'interrogation. Ah oui, mais tu modifies la propriété là.
Ah oui, mais du coup, c'est quand même pas une constante. Non, bien sûr, c'est-à-dire l'objet lui-même est constant, mais pas ses propriétés, quoi. Mais tu pourrais pas, par exemple, faire un objet égal pour l'interrogation, j'imagine. Non, ça tu ne peux pas, parce que tu ne peux C'est pas modifier unique, son voilà. pointeur. Voilà. Et moi, c'était l'une des choses avec lesquelles j'ai eu le plus de mal, entre guillemets, au début, quand j'ai utilisé les consts, c'était le fait de me dire un const n'évoluera jamais. Et en fait, c'est le piège, je pense. Et quoi, on conseille de ne plus utiliser de var du tout dans la nouvelle notation? Oui, oui, oui. Carrément. ESLint t'interdit les var. Enfin, t'interdit. Il te signale ça comme une erreur de formatage. C'est Et, un peu dur quand même. Donc tu dois créer un objet à chaque fois que tu veux stocker quelque chose qui peut être non, modifiable. non, parce que, à la différence du const, tu peux dire par exemple que Titi est un let. Donc c'est C'est que const ça. ou let. Let. Hérétique au bûcher. Comment? Hérétique au bûcher, qu'est-ce que c'est que ça, Let? Ça sent d'où ça? Let, ça sort de plein de langages différents. Si je dis pas de bêtises, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Swift. C'est une façon de déclarer une variable qui qui ne va avoir de vie qu'à l'intérieur du bloc de code dans lequel on est. D'accord. Donc typiquement, si je dis const concat 2 hop, égale, je sais pas moi, str, et que je dis, hop, dedans, let, tata. Et vous remarquerez quand même que j'ai des super noms de variables. Hein. Je suis très inspiré. Ouais. Je me sens Des pas visé. ligards. Comment? Je me sens pas visé. Tata égale Nigger. Merci. Et c'est même pas fait exprès. Désolé. Bon, allez. Le mec, il me troll inconsciemment. Quoi. Vous voyez un peu le niveau du mec. Hein. Allez. Ça va finir en clip, ça. Tiger, Ah, ça c'est mieux tira tout mieux. de suite. Ah non, mais on est en français. Tigre. Salut, Calem. Désolé, je suis désolé. Franchement, j'ai pas fait exprès. Donc, et là, on peut dire... parce que je m'y perds, du coup. On peut dire tigre Automne tigre, d'accord. est un... non. Oui, alors fais bien attention, hein. str, hop. Et là, on peut s'apercevoir que si on fait un petit yop là, concat 2 et que dedans on lui passe est gentil aujourd'hui. Profitez-en, tu parles. Nelligar est gentil aujourd'hui. C'est magnifique. Oh, oh. Par contre, si je dis console, hop là, point log, tigre, là, j'ai une référence error, tigre is not defined. Parce que tigre Parce qu'il est dans la... est déclaré dans un bloc de code à part. Bon, il est déclaré même dans une fonction à part, mais Mais si tu jamais... as le droit de modifier la valeur de tigre quelque part ou... Oui. Si je dis tigre égale... Hop là. Nico Poppy, par exemple, hein, à tous hasard. En tout hasard. Nico Poppy est gentil aujourd'hui. Ah, J'ai oui, toujours oui. ma référence error derrière. Ok, bah pourquoi pas. Ça y est, Minotaur a clippé dans la compilation vendredi. Alors, elle est étendue en Swiftlet. Moriarty qui nous dit non, elle est étendue en Swiftlet. Alors, j'ai pas dit que ça fonctionnait de la même façon, hein, let. C'est juste que le mot-clé, je l'ai découvert pour la première fois en Swift. Je me souviens plus exactement de son fonctionnement. J'ai pas fait énormément de Swift. Mais qu'est-ce qu'ils avaient contre var? J'imagine qu'il y a une différence de fonctionnement pour qu'ils aient voulu qu'on utilise un autre nom. Hein. Mais je pense qu'ils veulent, ils veulent amener les développeurs à mieux réfléchir au fait qu'ils déclarent quelque chose, soit de façon constante, soit de façon pas constante, mais auquel cas ça doit être lié au bloc de code en cours. Je pense que var, le problème c'est que var, si je dis pas de bêtises encore une fois, tu fais une variable globale.
Donc si je Ah, dis... ah oui. Et si tu fais une globale, tu te prends headshot. Ça, je peux comprendre. Il me semble, hein. Attends, je veux pas dire de bêtises, donc on va vérifier. Si on fait un console... Hop, T'as oublié point un point virgule. Alors sur ton console log qui n'est pas valide. ouais, si, il est valide. Bienvenue dans le monde JavaScript. Si, C'est pas ça marche quand normal. même. Non, non, mais pas valide dans le Ah. sens il te doit avoir une erreur par rapport à Tigre. Tu te souviens? Une erreur par rapport à Tigre? De quoi? Oui, référence erreur, Tigre is not defined. Oui. Alors, Tigrou is not defined non plus. Bon, Non plus. bah je dis une bêtise. Mais non, Donc, mais c'est pas c'est global. parce qu'on est dans une... C'est parce qu'on est dans une fonction, à mon avis. Si je fais un if... Ouais. Probablement. if true, ouais, ça c'est magnifique. Ah, tiens, si, ça je peux te confirmer qu'en JavaScript, si tu fais en tout début ton var tigrou égale tigrou, tu pourras l'utiliser dans une fonction. Donc, quelque part, c'est un côté global. Oui, non, c'est sûr. Tu vois, dans l'inverse, tu peux le faire, je crois. Mais tu vois, du coup, si on fait ici Tigrou, Alors, à mon avis, ça passe, ça. Ouais. et là, ouf, il y a beaucoup trop de choses. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est bien une globale, donc var. Là, je peux comprendre qu'ils veulent plus que tu l'utilises. Et si jamais je fais Titi, je pense que là... Non, bon. Eh bien, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. Merci à tous. T'as eu le droit d'utiliser Titi dans ta fonction, ça c'est chelou. Donc c'est quelque part c'est global aussi. Non, c'est parce qu'on est dans un bloc de code en dessous du bloc de code global dans lequel il a été écrit. Mais si jamais je faisais genre des if, des choses comme ça. D'accord. Enfin bon, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que const, c'est pour déclarer une fonction ou un objet ou quoi que ce soit dont le pointeur ne va pas changer, donc qui n'est pas réassignable, donc on ne peut pas faire ma constante égale quelque chose. Et let, c'est pour faire des variables qui sont scopées, donc qui sont valables et modifiables, mais que dans le bloc de code dans lequel on les a déclarés. Sinon, on a une belle référence. On nous confirme tout ça dans la chatroom. Hein. Ouais. Par rapport à var, let, tout ça, ils sont d'accord. Exactement, c'est exactement ce que dit Moriarty. Constant. Dans la fonction constant en Swift pour let. Ah oui, le let en Swift c'est constant, peut-être. Je me souviens plus du tout comment c'est. Oui, c'est pour limiter l'étendue des choses et éviter la réutilisation de données imprévues en dehors de fonctions. Var est global, let est limité à un objet fonction. Attention, tu peux réassigner un attribut sur un objet en const. Oui, c'est ce que j'ai fait, Romain, tout à l'heure, ce que j'ai montré. Effectivement. Ça paraît logique encore. Hein. Ben oui, mais moi ça a été l'un des pièges dans lequel je suis tombé quand j'ai commencé à utiliser tous ces trucs-là. Je me suis attendu à ce que ça ne bouge pas, et en fait ça avait bougé au niveau des propriétés. Smashou qui nous dit, et du coup cela permet d'optimiser la gestion de la mémoire des interpréteurs. Exactement, ça agit un peu comme un en C#. Bah, en C#, il y a une fonction qui s'appelle using, qui permet de libérer la mémoire de tout ce que tu vas utiliser dans ce bloc-là. Et en fait, ça fonctionne un peu comme ça. Et effectivement, comme il n'y a pas de garbage collecting, il y a un garbage collecting en JavaScript, mais il est plutôt rudimentaire. Le garbage collecting, c'est la chose qui passe régulièrement dans votre programme et qui va nettoyer tout ce que vous n'utilisez plus. Mais en PHP aussi. D'ailleurs, je vous ai donné un mot pour la défense de PHP. C'est un langage qui a très mauvaise réputation, avant tout parce qu'il a beaucoup de très mauvais devs. Ben oui, non mais voilà. Il est assez permissif et donc les gens ont l'habitude de faire de la merde avec ce langage. Mais c'est un bon langage. On peut dire exactement la même chose de JavaScript. C'est-à-dire que JavaScript, je te l'accorde. Java, je te l'accorde pas. Non, JavaScript. J'ai dit JavaScript. Tu vois qu'on est d'accord. Non, JavaScript, j'aime beaucoup. Ce que je n'aime pas, c'est... enfin, non, si je troll, pour être honnête, quand je dis framework et tout ça, machin, c'est parce que j'en connais pour faire défiler un texte ou afficher un DHTML. Il charge jQuery, quoi. Et c'est ça qui m'horripile. Pourquoi tu charges une librairie de 10 000 lignes de code
pour faire apparaître un truc. C'est hallucinant alors que c'est une ligne de JavaScript natif. Donc c'est surtout contre ça que je me bats quand je troll en fait, tu vois. Ouais. Du coup, on va faire un saut sur les tableaux. Donc, je sais pas si tu as déjà utilisé, toi, côté client dans ton code Alors, du en tableau. JavaScript, oui, mais j'aime pas beaucoup manipuler les tableaux en JavaScript. En fait, j'en fais pas des masses de JavaScript, et donc je suis assez biaisé par mes habitudes en PHP, si tu veux. Et donc, je dois un peu réfléchir quand je fais ce genre de trucs en JavaScript. Ok. Smashou qui dit plus 1 pour Nelliger. Romain qui dit plus 1 pour Nelliger car ce sont de mauvais devs. Minotaur qui dit unset for the win. Unset, je ne sais pas exactement à quel langage ça appartient. Ah, question de Minotaur pour moi. Question PHP, pour ou contre le GoTo? Va brûler en enfer, Minotaur. Voilà, la réponse sur le GoTo. Le GoTo, il faut que ça reste en assembleur. En dehors de l'assembleur, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois qu'on arrive à être d'accord. De temps en temps, ça arrive. Moriarty qui dit Java est très permissif par rapport à C ou à Swift. Ça fait très longtemps que je suis très rouillé en Java. Je peux pas dire. Je suis très rouillé en Java, j'en ai fait pas mal, mais il y a très très longtemps. Alors du coup, les tableaux en JavaScript, historiquement, ça se déclarait en disant, pas const d'ailleurs, en disant var, ma liste, égale new array. Jusque-là, ça va. Donc là, on a même JSBin qui nous dit ça c'est pas top, parce que du coup, même si on peut faire ma liste .push machin. Hop. Et qu'ensuite on fait hop, un truc bidule loupé. Bidule. Ah, c'est le genre de truc que je fais, mais je dois à chaque fois chercher la syntaxe parce que je fais pas assez ça souvent en JavaScript, tu vois. Ouais. C'est chiant hein, quand tu oublies la syntaxe. Alors, si je dis pas de bêtises, quand il va tenter de le printer dans la console, voilà. Donc ceci est un tableau. Tu avais le droit de loguer un tableau, dis donc. Ouais, la console a pas mal évolué de JavaScript et tu peux normalement loguer absolument tous les objets que tu veux. Il va tenter de les convertir en string s'il trouve le moyen de le faire, sinon il va te mettre le type. Parce qu'en PHP, l'ami des développeurs, c'est var_dump, une petite fonction qui va essayer d'afficher ce que tu lui donnes, peu importe ce que c'est. C'est vraiment l'ami des devs. Mais en JavaScript, et là, tu peux loguer le tableau, c'est bon ça. L'équivalent en JavaScript, parce que tu peux quand même pas tout faire, si c'est un objet pur et que tu essayes de l'imprimer, il va mettre object. Ah, il veut pas les objets, d'accord. Mais tu dois avoir une fonction un peu correspondante au var_dump. Mais tu peux faire un JSON.stringify. JSON.stringify, ça sérialise ton objet. Mais oui, puisque de toute façon, tout est plus ou moins JSON. Exactement. Avec la notation, ouais. Alors on a Moriarty qui dit vive Python pour les scripts. J'ai jamais fait de Python, jamais. J'ai dû en faire pour programmer le robot Nao. Ça ressemble à du C, mais c'est un peu gonflant. Enfin, je pense que c'était plutôt à cause de la façon dont ils avaient géré ça dans Choregraph que c'était chiant le Python. Je pense pas que ça venait du langage lui-même. Ouais. Bah, vu que j'en ai pas fait, je peux pas te dire. Romain qui nous dit ce sont les débuggers du navigateur qui parsent les consoles.log. Oui, exactement. La console est redirigée vers le navigateur. Donc effectivement, quand je dis que la console a pas mal évolué, c'est la plupart des navigateurs ont fait pas mal évoluer leur console pour faire en sorte qu'ils puissent afficher des infos intéressantes. Sachant que du coup, comme on disait, on peut toujours un objet le sérialiser avant de le mettre dans une console. La sérialisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de prendre un objet, donc un objet JavaScript par exemple, et de l'écrire. Bah, pour le coup, si on le sérialise en JSON, c'est de l'écrire sous sa forme JSON. Donc si jamais je dis par exemple console.log JSON.stringify, ça c'est JavaScript qui nous donne ça, qui nous donne l'objet JSON qui est un objet global. Voici du coup mon tableau en JSON. Le tableau en JSON,
il change pas grand-chose par rapport à ce qui a été... Il a échappé les caractères, quoi. Voilà. Parce c'est que bon. la notation de tableau avec des strings à l'intérieur ne change pas grand-chose. Mais si jamais je fais quelque chose de pas bien, qu'il faut pas faire... Alors, Kevin de Souza est désobligeant avec moi parce qu'il me parle d'autres Ah, fonctions PHP pour remplacer Vardom, sauf que c'est pas du natif, c'est des trucs de Laravel et Symfony. Alors, je te passe toutes mes amitiés, hein. Mais non. Alors, Kevin de Souza, je suis désolé, Nelliger est anti-framework. Anti-framework à fond. Donc, je pense qu'il n'entendra jamais des arguments de ce type. J'écris du vrai code. J'écris du vrai code, je joue pas à School, excusez-moi. Voilà. Et en plus, il est modéré. Très. JSON Stringify, ça, j'utilise. Donc là, j'ai tenté de faire une sérialisation de l'objet window, qui est un objet global, mais qui a des objets qui se référencent eux-mêmes, enfin qui ont des références circulaires. La référence circulaire, ça vient du fait que JavaScript nous laisse créer un objet, puis créer en propriété un autre objet, qui lui-même peut avoir en propriété son objet parent. Ça, on a tout à fait la possibilité de le faire. Infinite loop. Et ça, forcément, ouais, voilà, pour sérialiser quelque chose comme ça, quand on essaye d'écrire le premier objet, il va écrire le second objet, qui va vouloir écrire le premier objet, qui va écrire le second objet, et boucle infinie, ça ne peut pas marcher. C'est la raison pour laquelle mon JSON.stringify ne fonctionne pas. Mais il sort de où ton window? Pourquoi tu as Stringify window en fait? Ça, c'est une variable globale de JavaScript. C'est window, c'est à partir du moment où tu es dans un navigateur web, tu as toujours accès à window et document, si je dis pas de bêtises. Mais pourquoi t'as pas Stringify ma liste? C'est ce que tu avais fait juste avant, c'est ça? Ouais, j'avais fait un stringify ma liste. Je voulais juste stringifier un objet. On peut le faire, on peut créer un objet. Hein. Pour montrer que il mettait les... Donc si je mets tutu égale 5 titi wow, égale toto. Oui, Minotaur qui nous passe sa bonne astuce pour transformer un objet en arrêt en PHP en passant par JSON. Ça, c'est le genre d'astuce qu'on aime bien, hein, n'est-ce pas? C'est un peu poète, mais on aime bien. Tellement facile. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est en JSON, les noms des propriétés sont entre double cotes. À la différence de JavaScript. C'est la différence principale entre JSON et JavaScript, plus quelques autres, mais notamment le fait de ne pas pouvoir inclure de commentaires, comme tu l'as très justement fait remarquer tout à l'heure. Donc voici. Notons que le JSON, franchement, mangez-en. Si vous prenez envie de faire du CSV ou du XML, sachez que vous êtes un dinosaure. Et la plupart des langages fournissent des parseurs. Et c'est vrai que, comme l'a dit Minotaur en PHP, JSON décode, JSON encode, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Donc, bouffez du JSON. Merci. Du coup, ça, c'est l'ancienne. Enfin, c'est l'ancienne. Ça, c'est la première notation pour créer un tableau. Et comme nous dit très justement JSBin, le mieux, au niveau de la notation, c'est de faire crochet-crochet. Juste les crochets. Ouais. Voilà. J'ai déjà vu passer ça, j'ai trouvé ça élégant. Alors ça, si on fait un rerun, ça fonctionne de la même façon. Enfin, ce que j'appelle dans un code élégant comme ça, c'est que tu comprends direct, tu sais que les crochets, si tu fais un peu de JSON, tu sais que les crochets c'est un arrêt, t'as pas besoin d'utiliser un mot-clé pour ça, voilà. C'est beau, c'est du beau code ça. Et on peut aller encore plus loin puisque tous ces couches-là peuvent être remplacées par ça, tout simplement. Voilà. Mais là, t'en reviens en fait à injecter du JSON dans une variable, c'est rien d'autre que ça. Mais à partir du moment où le JSON c'est de la notation objet de JavaScript, c'est la traduction mot à mot, ça me semble logique. Puisqu'à partir du moment où tu veux créer un objet en JavaScript. Je précise que égal crochet marche aussi en PHP. Ouais. D'accord. J'ai pas vu ça souvent dans du PHP pour être honnête. En PHP, tu fais new array aussi, parenthèse, parenthèse? Oui, mais par vieille habitude. Et il se fait que si les crochets passent, je vais commencer à me forcer à changer l'habitude parce que c'est quand même plus élégant. Oui. Alors,
Smashou qui dit Gison ou Gison. Moi, c'est Gison, et pour Nelliger, c'est Gison. Ouais, bah ça c'est un peu le débat, gif ou gif, hein. Oui, J'ai aussi. l'impression que Nelliger regarde du code porn à l'écoute de ses commentaires. Il y a un peu de ça. Mais écoute, oui, j'apprends avec un professionnel pour peut-être un jour faire mon propre site web. Alors je suis à ça. Oh, le troll over 9000, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bien, qui ne savent pas bien ce qu'on peut faire avec un array en JavaScript, on peut utiliser plusieurs choses. Donc, la première chose qu'on utilise, c'est la fonction join. La fonction join d'un array, elle est native et elle permet de renvoyer une... Ah, c'est comme explode en PHP. Ouais, très Ouais, pratique. Ça, et t'as l'inverse, pour en refaire un arrêt, tu fais comment? là tu fais une concaténation... Yop là. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Oui, Ça, c'est le join genre fait de truc extrêmement pratique. une concaténation et tu peux lui passer un séparateur. Et alors pour refaire un array, pour faire l'inverse sur une string, Allons-y, allons-y. tu peux faire .split. Ah, split, oui, c'est vrai, je l'ai utilisé ça. Et du coup, magnifique, on se retrouve avec un array qu'on a concaténé puis redécoupé. C'est magnifique. Ça, c'est le genre Ça marche. de petite connerie en natif qui te sauve la vie. Parfois, oui, Ouais. complètement. Surtout quand tu fais du parsing de chemin de fichier ou de ce genre de choses. Alors, il y a ça sur le site Sudgeon Renegade / agenda pour l'agenda personnalisé, mais ce code JavaScript natif est un peu moche. Je trouve que je l'ai fait un peu trop vite, c'est pas joli, et je fais des trucs comme ça, des John et Split. On a Moriarty Voilà. qui dit on lance une tirelire pour offrir une formation Laravel pour Nelliger. Non, merci. Du coup, voici comment fonctionne un array. Oh, et la fonction join, on peut même la refaire nous-mêmes. Puisque ma liste est un array et un array en JavaScript contient la fonction aussi map, qui est une fonction très utilisée, et surtout dans le React et dans le React Native, puisque en fait, quand tu maps un array, en fait, tu vas pouvoir créer un itérateur qui va exécuter une fonction pour chacun des items de l'array. Donc si je fais... For each. Eh bien, il n'y a Ah, pas de for bien, each bien. en JavaScript. Donc c'est soit tu fais un for var i égale 0, point virgule, i Ouais. inférieur à ma Et je liste.length. sens que tu vas nous sortir un truc plus élégant que ça. Et bien alors tu peux faire map item hop console.log hop item. Et alors là, Tu peux foutre les items dans une fonction, par exemple, pour la traiter, j'imagine. Ouais, voilà. en fait c'est la fonction map prend une fonction en paramètre. Donc là ce que j'ai déclaré c'est tout simplement une fonction qui prend un paramètre item, c'est le nom item, c'est le nom du paramètre qui va lui être passé. La raw function déclare le corps de la fonction à côté. Comme le corps de la fonction ne fait qu'une seule chose, il n'y a pas besoin de mettre les accolades. Et tout ce qu'il fait, c'est faire un console log de item. La fonction map sur un array appelle la fonction qu'on lui passe en paramètre avec deux paramètres. En premier, l'item courant, c'est-à-dire dans l'itérateur, l'item dans lequel on est. Et en second, l'index de l'item. Donc, si par exemple je fais item, index, je peux faire console log. Voilà. Tu vas avoir l'index numéroté, j'imagine. Yes. Il y a ça qui se fait tout seul, comme on peut. Et je dis qu'il faut utiliser les templates literals, je les utilise pas, c'est pas bien. Oui, j'allais te dire, franchement, c'est pas cool. Hein. Ouais, Tu c'est donnes pas clair. le bon exemple. Ça, je me doutais. Je m'en doutais. Index, hop. Là. Et du coup, si je ne m'abuse... Pourquoi il m'engueule, lui? Il manque... Non. J'ai perdu la coloration syntaxique. Aïe.
Non, mais je pense que ça devrait être bon. Ça marche. Eh ben voilà, nous avons l'index donc. Exactement. Qui se fait automatiquement quand on crée un tableau d'ailleurs. Sachant qu'un tableau en JavaScript, comme dans beaucoup de langages, la plupart des langages, est toujours numéroté en base 0. Donc ça veut dire qu'il commence par 0 et pas par 1. Ça, c'est l'une des choses. Donc en fait, t'as pas déclaré un associatif, mais t'en as un quand même, quelque part. C'est-à-dire? Ben parce que tu as un index quand même, donc... Un tableau... C'est ce que je veux dire par associatif. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, si je... T'en as un quand même. Puisque tu as 0 qui est égal à machin, tu as 1 qui est égal à truc, tu as 2 qui est égal à bidule, tu as quand même un associatif, tu vois, alors qu'on te le traite comme si ça n'en était pas un. Ben, en fait, un tableau est forcément numéroté, à la différence d'un objet. Un objet, quand tu fais... C'est comme en PHP, ça, il y en a plein qui font ça. C'est-à-dire faire tu veux dire par opposition à une liste d'items qui aurait du clé-valeur? Oui, qui aurait... Voilà, c'est ça. Et en fait, tu te retrouves quand même avec un clé-valeur, sauf qu'on fait comme si c'était pas le cas, mais tu l'as quand même, puisque tu as ton index. C'est souvent comme ça. Non, c'était juste une parenthèse. Excusez-moi. Il n'y a pas d'associatif en JS, nous dit-on, c'est vrai ça? Il n'y a pas d'associatif en JS. Mais en fait, je vois pas ce que tu appelles associatif. C'est par exemple... Les valeurs. Par exemple, ma liste, crochet, Ce serait machin égale plus grand que truc, tu vois? Tu aurais machin qui vaut truc. Oui. Dans le tableau. C'est un tableau multi... comment on appelle ça? Alors en JavaScript, en fait, tu as déjà un objet Enfin, tu as déjà une fonctionnalité qui peut te servir à ça, et c'est la création d'objets et pas de tableaux. L'objet? Bah oui, du coup, oui. C'est-à-dire que par exemple, si jamais je dis... Hop là... Mon objet... Tu vois, je peux faire mon obj.tutu. Et si je fais un stringify de tutu, il va me renvoyer 5. Parfait. Par contre, je peux aussi faire ça. Regarde. Mais... Parce que je pense que c'est ça que tu cherches. C'est ça dont tu parles? En fait, ce serait plus si... Attends, où est tutu? J'entends d'où ça sort, ça tutu? Eh bien, c'est le nom de la propriété. Ah oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire que, comment dire, en PHP, il m'arrive de faire par exemple un tableau où tu aurais machin, truc, bidule, sauf que machin est aussi un tableau où tu aurais 1, 2, 3, 4, et le 1 dedans est aussi un tableau. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais tu peux faire... Oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire du tableauception autant que tu veux. Donne la syntaxe pour l'associatif, voilà. C'est bien égal plus grand que et la valeur. Oui, d'accord. Ok. Oui, non, alors ça, je pense que c'est très spécifique à PHP. Ça fait... je pense que ça fait bien 13 ans que j'ai pas touché à du PHP. Donc... Aïe. Ouais. C'est vieux. C'est très vieux. Ça fait mal. Cela dit, en JavaScript, dans la propriété d'un objet, tu peux mettre un autre objet, il me semble, puisque tu peux le faire en JSON. Complètement. Donc du coup, tu peux faire ton associatif avec des objets. Ah oui, bah oui, c'est ce que je te... Autant de niveaux que tu veux. C'est ce que je voulais te dire. Mais sachant que pour ce qui est du niveau, tu peux faire un tableau de tableau, il n'y a pas de problème. Ah, ben donc voilà. Tu peux faire... Tableau de tableau, tu fais pareil. Oui, mais un tableau de tableau, ça va pas forcément donner ce que Minotaur a décrit dans la chatroom. Pas comme ça. Bah, un tableau de tableau, en fait, il va falloir que tu parcours... C'est la syntaxe PHP qu'il a donnée. Oui. Mais là, ce que tu veux, je pense, c'est vraiment du clé-valeur. Le clé-valeur, comme plusieurs personnes l'ont dit dans la chatroom, le clé-valeur, tu le fais en object. Enfin, tu fais grâce à un object. Oui, dans les faits, ça ne te change rien, de toute façon. Oui, mais après, comme tu disais, tu peux dire mon obj, mon obj. Et du coup, tu peux dire mon autre obj, mon obj, tutu. Et ça revient toujours au même. Ça fait des chocs à pic. Exactement. Alors en ES6, on avait rajouté un sucre syntaxique. Magnifique. Quoi Un sucre syntaxique. J'étais sûr que t'aimerais. C'est du code porn, quoi, en gros. Dis-moi. Un sucre syntaxique, c'est tout simplement pour dire une notation plus courte.
grosso modo. Oui, j'ai bien compris l'expression, du coup, comment voir ça. Du coup, au lieu de mettre mon obj, mon obj, puisqu'en fait là on doit déclarer une propriété dans laquelle on affecte quelque chose, en fait on peut dire directement mon obj. Je sais pas si lui le supporte. Oui, il le supporte. Ah, mais et du coup, tu dois garder le nom de Oui. l'objet, du coup. Par contre, ça te crée marche. une propriété du nom de l'objet que tu affiches, que tu Nice. affectes. Mais du Écoute, coup, ça tu peut être peux. sympa, ça, pour réduire du code. Ouais, mais du coup, tu peux faire mon obj malist. Et si jamais je fais plutôt un stringify de ça, on se retrouve Belle avec. blague de Minotaur. Dans les mots de passe, on met du sel et en JS, on met du sucre. C'est ça. C'est ça, faut pas oublier le L'enfer poivre de la aussi. chatroom. Comment? L'enfer de la chatroom. Donc, voilà comment on fait pour créer des objets et des tableaux en JavaScript. On a vu quelques trucs, notamment la fonction map. Maintenant, si vous voulez bien, on va peut-être repasser du côté React de la force, puisque Nelliger va apprécier cette magnificence. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça y est. Donc, comme on l'a dit... On fait du faux HTML. Je l'ai vu passer, ta saloperie, là. Ça suffit. Comme on l'a dit... C'est quoi, ça? React... C'est illégal que... T'as pas bien suivi. T'as pas bien suivi le premier épisode. On a rien compris à ton premier épisode. En React, on peut déclarer des composants et des interfaces en... Zut, je vais pas y arriver. En JSX. Le JSX, c'est la notation que vous voyez ici, à savoir tout ça. Ça ressemble effectivement à du HTML. À partir du moment où on commence à faire de l'inclusion de composants, ça ressemble presque même à du XML. Mais ce n'en est pas. C'est du JSX. Le JSX, c'est une syntaxe que React, si je dis pas de bêtises, que React a introduit. Puisque, en tout cas, moi, je l'avais pas vu avant. Je crois que Vue.js maintenant sait utiliser du JSX. On doit pouvoir en mettre un peu partout. Et en fait, ça. Hérétique au bûcher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horrible. Mais c'est dans l'ordre des choses. Le code, c'est une mode. Hein. C'est le genre de choses qu'on faisait tout au début de PHP et tout au début d'ASP.NET. On faisait du HTML et au milieu, on mettait du code, soit JavaScript, soit PHP, soit... Beau le lavabo, c'était aussi une mode. Hein, Ah, n'est pas revenu ça. Je souffre là. Là, je souffre. Non, mais là, c'est une notation qui est plutôt très pratique en React, puisque React est de la programmation par composant. Et en fait, tes composants, ils ont deux façons d'interagir avec des changements d'état. Ils ont le state, qui est... Donc là, il s'agit... Oups, je vais y arriver. On est sur une classe. Donc ça, c'est une classe JavaScript. Donc une classe JavaScript, ça ressemble un petit peu à un objet dans la déclaration, mais en fin de compte, c'est une structure qui peut accueillir des propriétés et des fonctions, et qui par la suite peut être instanciée directement. Et en React, en fait, tous les composants sont... enfin, les composants de base, on parlera plus tard d'autres types de composants, donc la plupart des composants de base sont des classes qui étendent la classe React.component. Tu me suis, Nelliger? Je suis en train de vomir, excuse-moi. Oh, ça y est. Et tous ces... Je n'en reviens pas. Tous ces composants... Donc ça te parle quand même, la notion de classe. En PHP, vous avez des classes. Bien sûr, on a des objets, tout ça. Vous avez des méthodes d'extension, enfin des extends, ce genre de choses. Vous pouvez faire de l'héritage. Oui, non, mais c'est la syntaxe pseudo-XML qui est... Je suis désolé, je reste bloqué là-dessus, j'arrive pas à... Oui, mais j'essaye de te faire venir jusqu'à le pourquoi du comment. Jusqu'au pourquoi du comment. D'accord. Donc, une classe React de base, donc un composant React, te permet de manipuler le state interne. Donc, le state interne, c'est juste un objet qui va contenir toutes les données qu'on veut mettre en forme dans notre composant.
Donc, quand je dis toutes les données, c'est pas vrai, c'est dans la moitié des données qu'on veut mettre. L'autre moitié arrive par cette chose-là qui s'appelle les props. Props, c'est un raccourci pour propriété. Et ce sont les propriétés qui sont données par l'élément parent. C'est-à-dire que, comme c'est la programmation par composant, dans notre page, on va pouvoir faire un composant page, qui va être le composant racine, qui va rendre la totalité de la page. Mais ce composant page-là, par exemple, il va rendre un composant header, un composant body, un composant footer. Et à ces composants-là, si notre composant page gère toute la logique de la page, la logique métier, donc la logique de qu'est-ce qu'on va afficher, qu'est-ce qu'on va sélectionner, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur le serveur, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va provoquer au niveau de l'utilisateur. On va vouloir centraliser ça à un niveau le plus haut possible, donc souvent, avant d'avoir d'autres types de gestion d'état, on va vouloir gérer tout ça dans l'état du composant le plus haut. Et comme tout ça est géré dans le composant le plus haut, il faut bien un mécanisme pour que des parties de l'état descendent aux endroits où on va vouloir les mettre en forme. Tu me suis ? Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne se contente pas de modifier le DOM comme on sait faire en JavaScript. Et qu'est-ce que de l'HTML vient se foutre dans un fichier JavaScript? C'est un peu mélangé comme on faisait en PHP, ou avant on faisait le PHP dans l'HTML comme des bourrins, tu vois. Je me dis, c'est un retour en arrière là, sur la syntaxe. Alors, sur la syntaxe, moi, la première fois que j'ai utilisé du JSX, ça m'a fait mal. Alors, je suis assez d'accord là-dessus. On mélange là. Hein. Non, par contre, à l'usage, en fait, tu t'aperçois assez rapidement que c'est plutôt très élégant et très accessible et très appréciable. Vous suivez la chatroom. À la fin, interrogation, surprise qui ne l'est plus. Nico Poppy. Oh là là. Oh, et t'es en train de déborder, mon cher. Oh, je déborde. Et tu vois, on a trop discuté. Bon, après, c'est quand même important de faire en sorte que tout le monde puisse suivre, donc d'expliquer les choses. Tout à fait. Donc, juste ce que je C'est voulais du montrer. MVC, nous dit Minotaur. Bah, pour le coup, pas du tout. Hein. C'est du tout dans le même blob dégueulasse. Non, c'est faux. C'est faux. C'est de la programmation par composant. La programmation par composant, au début, ça semble un peu étrange parce qu'on fait que des trucs. On fait que des trucs petits. Ah oui, il va jusqu'à 17h. Ah oui, on avait dit qu'à 13h37, on devrait couper tous les jours à 13h37. À chaque fois. 37, c'est Bah précis. oui, c'est lead time. C'est le lit. Ah oui, d'accord, oui. Quelle patience. C'est geek jusqu'au bout. Jusqu'au bout des ongles. Exactement. Non, ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, au début, ça peut sembler étrange, mais je te prierai de garder un petit peu d'ouverture d'esprit, dans le sens où, au fur et à mesure que tu apprends à utiliser le langage et la librairie, tu t'aperçois que c'est vraiment très élégant et très évolutif par la suite. C'est-à-dire que c'est un moyen simple de faire une structure de composants et de pouvoir faire... Qu'est-ce qui se passe si on utilise la balise script là-dedans? La balise script, Oui. tu peux On pas fait un peu de utiliser... JS dans ton... Mais il va te dire qu'il connaît pas le composant script. Parce que c'est pas du HTML. C'est pas réellement de l'HTML. Non, c'est c'est pas du façon HTML. pour toi de ne pas manipuler le DOM toi-même. Il va le faire pour toi, en gros. Exactement. React et React Native. Ce que tu vas créer à travers le JSX, ça va être un DOM virtuel. Ce DOM virtuel, il va pas être rendu directement au navigateur. Le DOM virtuel, en fait, c'est grosso modo, il va faire une image de ce que pourrait être ta page dans la RAM, pour faire simple. D'accord. Cette image-là, il va pas directement la transmettre au navigateur, au DOM du navigateur. Parce que en JavaScript, l'une des choses les plus gourmandes en termes de ressources, c'est les accès au DOM. Les accès au DOM, c'est très cher au niveau ressources. Ça demande à rafraîchir la page, ça coûte beaucoup au navigateur, c'est vrai. Ça fait ramer, ça fait beaucoup ramer. Ce qui fait que l'intérêt d'avoir un DOM virtuel, c'est que la première fois que tu fais un rendu, dès que tu arrives sur la page, le premier rendu, effectivement, il va prendre tout le DOM virtuel et l'envoyer au navigateur, parce qu'il n'y a rien. Par contre, dès que tu vas commencer à faire quelque chose, ou que la page elle-même va vouloir t'afficher quelque chose de plus, en fait, React va détecter que quelque chose a changé, qu'il faut faire une nouvelle version du DOM. Donc, il va faire une nouvelle version du DOM virtuel.
Et cette fois-ci, au lieu d'envoyer tout ce qu'il aura fait dans son DOM virtuel, il va faire la différence entre l'ancien DOM virtuel et le nouveau DOM virtuel. Et Donc c'est un toi qui diff. choisis quand il applique les modifications? C'est toi qui Ou choisis ça se quand fait il tout seul? applique? Oui, par exemple, tu pourrais, j'imagine, hein, à quoi pourrait servir cette méthode, modifier ça, 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 et là tu peux aller pour le rendu. Mais d'abord, j'ai modifié ça et ça et ça et ça. Oui, Ou est-ce que alors ça ça marche, choisit pas? ça marche pas comme ça. React, en fait, tes composants, ils ont une fonction render. Cette fonction render, c'est pas toi qui va la déclencher. Tu vas jamais l'appeler. C'est la librairie qui va l'appeler pour toi. Elle va l'appeler en fonction de si ton composant, donc le composant qui va vouloir re-rendre, a soit quelque chose qui a changé dans le state, soit quelque chose qui a changé dans les props. Donc, Mhm. en fin de compte, toi, tu ne gères pas ton cycle de rendu, mais tu gères ton cycle d'état. Et quand ton cycle d'état change, là, ça cause des re-renders directement. D'accord. Minotaur qui dit, en gros, ça permet de faire du DOM rapidement et furieusement. Non, pas exactement. Non, 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 pas exactement. Adrien Redon qui dit, component will update en React, je crois. Oui, alors, les composants React ont plusieurs fonctions du cycle de vie. Donc là, on en a deux. Component did mount, ça c'est la fonction qui va être appelée sur ton composant quand il va être rendu une première fois à l'écran. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, une première version du DOM virtuel, et comme il n'y a rien dans le navigateur, il la met entière. Donc ça, l'équivalent pour ton composant, une fois qu'il aura fait ça, il va derrière appeler component did mount. Donc le composant est monté quelque part à l'écran. Mais je vois déjà, parce que je lis derrière, voilà. Tu Et- peux dire, ah oui, mais si tu vires le composant, alors tu peux virer ça et ça, ça sert Exactement, pas. ça c'est pour le nettoyage. Component will unmount, Ouais. c'est un peu ce Ah, qu'on mais met c'est dans les bien. dispos en général. C'est bien. Il faut penser au nettoyage dès qu'on crée le truc, ça je suis vraiment Exactement, là-dessus. moi. exactement. Et ce dont parle Adrien Redon, component will update, c'est donc component did mount est appelé une fois, à la première fois qu'il est monté. Component did update, c'est à chaque fois que soit les props, soit le state a changé, et que du Mhm. coup, React s'apprête à mettre à jour, à re-rendre le composant. Après, il y a d'autres fonctions du cycle de vie on va pas toutes les lister tout de suite, on les utilisera par la suite. Vous allez voir, au fur et à mesure, ça deviendra plus clair. Mais vraiment ce sur quoi je voulais appuyer, c'est sur le fait que, effectivement, le JSX, au début, la syntaxe peut faire, pas peur, mais elle peut paraître saugrenue. Charbative. Ouais, à minima. C'est tout ce qu'on a appris à... Non, mais quand on voit ça, on se dit, putain, c'est tout ce qu'on a appris à ne pas faire ces dernières années, quand même. Exactement. Alors ça, c'est c'est tout à fait ce que je me suis dit la première fois que j'ai fait un tuto React. On a souffert pour arrêter de faire ça, merde. Ouais. Ouais, mais en fait, au fur et à mesure que tu utilises la librairie, tu t'aperçois qu'en fait, c'est la notation qui fait que tu vas avoir le plus... que tu vas le mieux voir ce qui se passe, entre guillemets. Donc, D'accord. le JSX, Faudra que tu nous expliques où est-ce que tu gères ton style, du coup, comment tu le gères. Ça, tu exactement. nous en parleras plus tard. Et ça, on le fera la prochaine fois, exactement. 13h37. 13h37. Il est 13h37, donc c'est lead time. Donc il est temps de rendre l'antenne, effectivement. Dominique et vous. Et du coup, on n'a pas beaucoup avancé, mais bon, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, Hello World, c'est vraiment la volonté qu'il y a derrière, c'est vraiment que un maximum de gens puissent suivre. Et effectivement, Les choses ont été comprises aujourd'hui, des parallèles ont été faits. exactement, je suis parti trop tôt et trop vite le premier épisode, et je pense qu'on ralentit pas mal, histoire que tout le monde puisse monter dans le bateau et qu'on parte pas tout seul. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais remercier Adrien Redon qui m'a fait une issue sur le GitHub, puisque j'ai initialisé le GitHub avec le code de l'appli Studio Renegade, qui parlait notamment de SLint, enfin de linter et d'intégration continue. Alors, l'intégration continue ne sera pas pour tout de suite, c'est un concept qu'on évoquera peut-être par la suite et qu'on mettra peut-être en place par la suite. Mais par contre, linter, on va en parler, enfin on en a parlé aujourd'hui, ce que c'était qu'un linter et ESLint.
on mettra en place, une fois qu'on aura terminé de raccrocher les wagons, je pense. On le mettra en place ensemble. Je voudrais aussi remercier beaucoup The Penguin Face, qui m'a fait une énorme pull request avec de la mise en place de tout un tas de plugins pour React, notamment les vector icons, la navigation, tout ça. Donc on matera cette pull request quand on aura raccroché tous les wagons. Donc voici venu le temps. Non, on va s'arrêter là. Donc on va s'arrêter là. Je voudrais remercier aussi Nelliger, beaucoup, qui du coup, si ça te va, reviendra la semaine prochaine, si tu es disponible. Mais c'est un plaisir de venir te troller, mon cher. Du coup, peut-être que j'arriverai un jour à te faire adhérer au concept de JSX. On peut toujours rêver. Non, mais Exactement. JSX peut-être. Ouais, JSX peut-être bien. Ouais. C'est joli comme syntaxe, je suis d'accord. Non, mais tu verras qu'à l'usage, ça devient plus clair et plus intéressant à utiliser. Bon, merci à tous en tout cas, merci à la chatroom, merci à Cédric Bonnet qui m'a fait l'honneur d'être mon régisseur aujourd'hui, pour lequel je prends trop de temps, vraiment trop de temps. Et j'en suis conscient, donc je vais essayer de faire en sorte d'être plus autonome par la suite. Merci à tous, et d'ici à mardi prochain, et d'ici là, entraînez-vous, si vous le souhaitez, à utiliser JavaScript, à utiliser React, et on continuera notre incursion dans le monde merveilleux de React avec Nelliger mardi prochain. Bye! Ciao!